Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, nous sommes jeudi et c'est le retour du jeudi anthropologie. Je recevrai donc notre expert des humanités classiques africaines, Jean-Philippe Omotunde. Et avec lui, on viendra sur les moyens de lutte contre les épidémies, mais pendant la période de l'Antiquité et surtout en Afrique. Vous savez, tous les jeudis, on parle d'histoire noire. Et à 20h, vous retrouverez donc Brigitte Zabarel pour Santé 10. Donc pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le jeudi 24 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur les déclarations du directeur du CHU, de la directrice de l'ARS et du préfet de région sur les mesures restrictives décidées en haut lieu et qui prendront effet ce week-end en Guadeloupe. Nous ferons un tour dans les unités de réanimation du CHU de Pointe-à-Pitre, l'une des pièces maîtresses de la lutte contre le Covid qui souffre lourdement de manque de personnel. Et enfin, d'édition, on parlera sport avec le tirage au sort des coupes régionales et départementales de basket qui devrait se tenir, si tout se passe bien, en novembre prochain. En charge de remettre les patients atteints de formes graves du Covid sur pied, les services de réanimation sont à flux tendu. Les équipes de soignants sont épuisées après des gestions de crise successives entre incendie du CHU, mouvements sociaux et maintenant épidémie. Une pression qui n'aide pas les personnels déjà affaiblis qui pour beaucoup tombent aussi malades. 27 personnes sont pour l'instant hospitalisées au CHU en réanimation et qui procèdent à l'ouverture progressive de lits pour éviter effectivement la saturation trop prématurée de ce service. Regardez. Comme vous pouvez le constater, c'est une salle de réveil, donc c'est un environnement tout à fait adapté à la prise en charge de patients de réanimation, puisque d'ordinaire ça permet de prendre en charge les patients qui rentrent ou qui sortent au bloc opératoire, qui pour certains sont sous anesthésie générale encore. Et donc on a simplement reconfiguré et installé notre matériel de réanimation afin de pouvoir accueillir des patients Covid. Donc on a la même chose que dans la chambre de réanimation en bas, un moniteur pour surveiller la tension, la saturation, un respirateur pour pallier au manque d'oxygène, des pousses seringues pour administrer tous les traitements nécessaires. Donc on est en mesure d'accueillir dans des conditions tout à fait normales des patients de réanimation qui auraient le Covid, une forme grave de Covid. Donc 9 places ici. Est-ce qu'il y aura d'autres unités comme ça qui sont en cours de prévision, en cours de préparation? Alors tout ça est bien sûr prévu. Donc on a une autre unité qui est en train de se monter actuellement puisque notre stratégie a été de, à chaque fois qu'une unité a commencé à accueillir des patients, d'avoir une unité ultérieure déjà de prête pour ne pas avoir à faire des choses dans la précipitation. On sait aussi que dans cette crise, on peut compter sur les autres centres hospitaliers du territoire et donc le centre hospitalier de Basse-Terre est également amené à prendre en charge des patients de réanimation et les eaux claires aussi à prendre en charge des patients de surveillance continue. Donc on se coordonne, il y a des unités qui vont ouvrir ici, il peut y en avoir d'autres qui ouvrent sur d'autres lieux du territoire, soit au CHBT, soit aux eaux claires en fonction des besoins. Et pour les habitants des îles du Sud, Marie-Galante, Désirade et les Saintes, comment ça va se passer? Puisqu'on voit qu'il y a de plus en plus de cas, par exemple à Marie-Galante. Oui, alors là, il y a une réponse locale apportée par le CH de Marie-Galante et tout est fait pour que ceux qui ont des formes graves et qui nécessitent d'être évacués puissent être accueillis au sein du CHU pour être pris en charge, soit en réanimation, soit en médecine si c'est nécessaire. Donc on pourra avoir une montée en puissance jusqu'à 70 lits à ce qu'on nous a annoncé de réanimation sur l'ensemble du territoire, en comprenant des lits de réanimation Covid, non Covid. Oui, c'est de cet ordre-là. Et bien sûr, nous vous diffuserons l'intégralité de ce reportage au cœur des services de réanimation du CHU très prochainement.
Et avec cette recrudescence de Covid-19 en Guadeloupe, les services de l'État s'attaquent à la sphère privée d'où émergeraient les foyers de contamination. Alors pour réduire la circulation du virus, la préfecture a acté la fermeture des bars et restaurants à compter de samedi soir et pour 15 jours. L'accès aux plages et rivières est interdit entre 11h et 14h et 19h et 5h du matin pour éviter les rapprochements amicaux, comme ils disent. Le nombre de personnes que vous pourrez voir en groupe dans un lieu public est maintenant limité à 10. Il faudra donc bien choisir vos amis. Et pour voyager vers la Martinique et les îles du Nord, vous devrez avoir maintenant un motif impérieux. On revoit toutes ces mesures avec Stanley Manicor. On connaît les endroits dans lesquels le virus progresse. C'est en ce moment la sphère privée, principalement la sphère amicale et la sphère privée, parce qu'on a réussi à travailler sur les autres sphères. C'est-à-dire que l'application des protocoles, l'application du masque obligatoire dans les lieux publics et dans les entreprises notamment ou dans les écoles, montre qu'on a beaucoup moins de cas contacts et de contamination. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment de le faire baisser dans la sphère privée. Dans la sphère privée, on peut intervenir sur des mesures qui sont à notre main, notamment sur les rassemblements de personnes, sur les lieux dans lesquels se trouvent ces rassemblements privés ou dans les circonstances dans lesquelles ils s'organisent. À ce jour, malheureusement, on continue à avoir des cas qui nous arrivent quotidiennement et j'ai bien peur qu'on se retrouve toujours un peu au même niveau à la fin de la semaine. On est à plus de 1000 cas par semaine, c'est un plateau très élevé. Il y a une augmentation sur ce plateau qui est une pente d'augmentation qui n'est pas très très rapide. En revanche, c'est comme une vague lente mais submergente. Réglementation qui va intervenir sur les salles de sport et les endroits où on pratique le sport. Sur cette mesure-là, j'attends des détails au niveau national pour pouvoir l'appliquer localement et de pouvoir la décliner localement avec les fédérations sportives si c'est nécessaire. Et puis, parce qu'on est en zone d'alerte maximale, il y a 2 mesures qui vont s'appliquer. La première, c'est la fermeture des bars et des restaurants pour 15 jours à compter de samedi 0h. Donc ça, c'est une mesure nationale qui s'applique dans les 2 zones qui sont la métropole d'Aix-en-Marseille et la Guadeloupe. Et puis la deuxième mesure, c'est la fermeture d'établissements recevant du public, mis à part ceux qui mettent en place des protocoles. J'ai déjà pris cette mesure il y a une dizaine de jours. Il faudra simplement que je l'adapte en fonction de ce qu'au niveau national, les textes prévoiront. Nous avons à ce jour une petite centaine de patients contaminés par le coronavirus, dont actuellement 27 en réanimation. Hier, nous avons ouvert des capacités supplémentaires à la faveur de la déprogrammation que nous avons actée des activités de chirurgie, ce qui nous a permis de récupérer de la ressource humaine. Nous avons ouvert 4 lits supplémentaires. Donc, en réanimation, nous avons 32 lits de réanimation ouverts et actuellement 27 patients dans ces lits. Je vais interdire l'accès aux plages, aux bords d'eau et aux étangs, sur les bords d'eau et sur les bords des rivières, à l'heure du déjeuner, donc entre 11h30 et 14h30, et le soir et la nuit à partir de 19h, parce que ce sont des endroits où, on le sait, il y a des rassemblements qui se passent avec des fêtes ou des rassemblements amicaux ou familiaux qui se déroulent, pendant lesquels on ne respecte pas les gestes barrières et on ne porte pas le masque. L'introduction de motifs impérieux de voyage pour les déplacements vers les îles du Nord et au retour des îles du Nord et vers la Martinique, que je verrai en collaboration avec le préfet de Martinique. Favorable à un couvre-feu, la présidente du département est-elle déçue des annonces préfectorales et des nouvelles mesures de restriction? Josette Borrell, l'incertain, s'interroge sur la fermeture des bars et restaurants alors que dans le même temps, les cinémas et théâtres peuvent encore accueillir du public. Des mesures basées sur des critères assez simplistes et réducteurs comme le fait que l'alcool rapprocherait les gens. Et comme l'a souligné la présidente, on ne sort pas systématiquement sous d'un restaurant. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Je pense que certes, il fallait des actions fortes. Nous l'avons demandé, nous l'avons souhaité. Mais les actions fortes, je crois que sont un peu en décalage avec ce que nous avons souhaité et un décalage vis-à-vis de la situation que nous vivons. Comment peut-on, par exemple, fermer les bars et les restaurants midi et soir, alors même que les cinémas restent ouverts, alors même que les grandes surfaces restent ouvertes? Donc il y a là de vraies questions à se poser. Est-ce que vraiment
les bars et restaurants sont les lieux de contamination. Je ne le pense pas. Il faut revoir les mesures. Et la mesure que j'avais proposée, qui n'est peut-être pas la seule, ni la bonne, ni la meilleure, mais c'est d'éviter qu'il y ait des déplacements entre 23h et 4h du matin. Et puis, je dirais moralement, psychologiquement, quand on ferme bars et restaurants, cela veut dire qu'on les condamne à être les seuls, à être les contaminants. Cela veut dire qu'ils n'ont pas fait leur boulot, alors que j'ai vu des cadres qui étaient des cadres bien soignés, où il y avait la distanciation, il y avait le soin particulier pour qu'il y ait la distanciation, mais il y ait aussi les conditions pour bien manger, pour bien aussi faire la fête. Il n'est pas dit non plus que parce qu'on est allé au restaurant, on va tous les jours à midi et que l'on boit et que l'on fait la fête et qu'on oublie la distanciation, comme l'a dit Madame la directrice de l'ARS. Je crois qu'il faut obligatoirement revoir un peu de façon, je dirais, pragmatique, mais avec le sérieux que je crois indispensable et qui est au niveau de l'État, puisque j'ai entendu Monsieur le Préfet qui est très conscient de l'importance des décisions à prendre. Donc j'espère que nous arriverons à... peut-être pas à diminuer la pression, pour trouver un mot, la pression de ce virus sur nos vies. Et alors même que l'Agence régionale de santé et la préfecture parlent de concertation avec les élus, eh bien Harry Chalus lui s'inscrit en faux. Nos politiques n'ont visiblement pas été consultés avant la prise de décision et les fermetures imposées. Un manque de dialogue que le président de région déplore. Regardez. Je comprends que la situation est alarmante. Le directeur de l'hôpital a lancé un appel. J'ai vu dernièrement le directeur, le responsable de SAMU, M. Perrotekop, en parler. C'est vrai, c'est critique, l'hôpital est saturé. Nous avions demandé à ce que l'hôpital de Basse-Terre, l'hôpital de Saint-Bonne et même voire Capester soient équipés, et je lance encore cet appel à l'ARS, de manière à ce que ces hôpitaux puissent recevoir, quelle que soit la situation, des patients guadeloupéens. Les restaurateurs, les professionnels de la nuit, je les comprends. Ce qu'ils demandent, c'est que l'aide accordée par l'État arrive. Les dossiers sont montés, tout est fait. S'ils avaient déjà reçu cette aide, la fermeture pendant 2 semaines n'aurait pas eu un impact important, mais ils n'ont rien reçu. Ils commencent à démarrer, tout de suite on referme encore. Donc voilà, eh bien je le dis, je déplore le manque de concertation là-dessus. On aurait pu se concerter, le ministre aurait pu nous appeler, comme au niveau de Marseille, on le déplore, nous appeler pour nous dire, bon voilà, quelle solution, comment nous voyons cela, comment trouver les solutions. Et avec les restaurateurs, les professionnels de la nuit, avec le préfet, le département, on aurait pu se rencontrer rapidement, prendre des mesures, s'il le faut, drastiques, mais de manière à trouver les meilleures solutions par la concertation. Donc je le dis, nous, de notre côté à la région, on a tout fait. 1 million pour le monde de l'événementiel, les restaurateurs. S'il faut aller plus loin, nous le ferons. Mais ce que je dis, il faut plus de concertation. La santé des Guadeloupéens, pour moi, c'est la chose la plus importante. Nous prendrons les mesures pour pouvoir les accompagner le personnel soignant, mais aussi accompagner l'économie du pays. Et nous prendrons toute la mesure, toute notre place pour pouvoir soutenir l'économie de notre pays, de notre région. Et le gouvernement a annoncé aujourd'hui d'ailleurs des aides financières pour les restaurateurs, en espérant qu'elles ne prennent pas trop de temps, comme les aides qui sont prévues pour le secteur de l'événementiel et notamment les gérants de boîtes de nuit qui n'ont toujours rien perçu. Et le préfet Alexandre Rochat s'est rendu hier sur le chantier du nouveau CHU à Perrin aux Abîmes. À cause de la crise Covid, le chantier cumule 70 jours de retard, mais la livraison est toujours prévue pour 2023. Le reportage de Charlie Dagonia. Première visite du chantier du CHU, du futur CHU de Guadeloupe. Je suis assez impressionné par l'étendue des travaux, bien évidemment. On voit les présentations, on voit le plan, mais quand on est sur place, on réalise vraiment l'ampleur de ce chantier et l'importance qu'il a, notamment pour le système hospitalier guadeloupéen. C'est l'avenir ici du CHU. C'est important, premièrement, que je puisse me rendre compte, moi, de l'étendue du chantier,
de savoir où on en est, s'il y a des difficultés particulières, s'il suit son plan de construction. Vous savez que c'est un enjeu majeur pour l'État, c'est un enjeu majeur pour le territoire, donc c'est important que je vienne m'en rendre compte. Et tout ce que je vois me montre que nous sommes sur la bonne voie et que le projet suit son cours comme il le faut, avec des légers retards évidemment dus à la Covid-19 et à la période de confinement, c'est obligatoire. Mais pour autant, le chantier suit son cours et c'est parfait. Les entreprises, et notamment les entreprises guadeloupéennes, sont pleinement associées au travail. Vous avez parlé de Sotradom, mais il y a une quarantaine de sous-traitants qui sont présents aujourd'hui. Il y a presque 400 personnes qui travaillent sur le chantier. En grande majorité, ce sont des Guadeloupéens, donc c'est extrêmement important. Il faut évidemment qu'il y ait la compétence qui soit là. Aujourd'hui, sur le première œuvre, cette compétence est présente, c'est très bien qu'on puisse l'utiliser. Il faut que demain on travaille pour que sur la deuxième phase, on ait la même réponse des entreprises guadeloupéennes. Alors aujourd'hui j'en parlais avec la maîtrise d'œuvre, il y a 50 jours de retard, ce qui correspond à la période de confinement, donc 1 mois et demi, plus les 20 jours de remontée en puissance en fait, qui ont été nécessaires pour reprendre le chantier. Donc si on est aujourd'hui dans les mêmes, la même temporalité, on n'a pas de retard sur le chantier, donc ça c'est important puisque, comme vous le savez, il est essentiel que fin 2023, le CHU de Guadeloupe soit opérationnel parce qu'il y a un enjeu de santé publique évidemment. Et hier, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe s'est rendue à Saint-François. Le président Gabriel Foy poursuit son tour de Guadeloupe des artisans qu'il veut inciter à embaucher des apprentis. Une manière d'assurer la pérennité des activités, faciliter la transmission, comme c'est le cas dans la boucherie Latchian. Les images de Michel Depape. Vous savez, nous, artisans, on est membres de la Chambre des métiers, donc c'est tout à fait légitime que notre président, avec son équipe, passe voir ces artisans, là où ils travaillent, comment ils sont implantés, comment ils présentent leur travail. Donc c'est tout à fait une très bonne chose. Mon objectif, oui, ce serait de reprendre le flambeau et puis de faire encore perdurer la tradition. Et puis l'héritage, pour moi c'est un bel héritage, donc c'est un magasin qui dure depuis plus de 30 ans. 37 ans, donc c'est quand même une histoire et c'est un savoir-faire. Et c'est pour moi un honneur de pouvoir reprendre et ce sera encore un challenge d'y arriver. Nous sommes une municipalité particulièrement sensible à la situation des entreprises et actifs autour des entreprises pour créer les conditions pour que les entreprises puissent se développer, pour créer les emplois nécessaires à l'activité économique et à la résorption du chômage. Parce qu'on sait très bien que la commune, les collectivités ne peuvent pas employer tout le monde. Ce n'est plus très possible, d'autant plus qu'elles sont en difficulté. Nous avons un héritage financier très lourd à supporter, à résoudre. Donc par conséquent, ça devient un petit peu, c'était un petit peu compliqué. Ça fait 20 ans que Polybès existe, ça fait 30 ans que je construis des bateaux. On fait des bateaux style de bateaux de pêche, on s'est essayé en catamaran, en plongée, en pêche. Et là, on est en train justement de faire un nouveau modèle en style cigarette pour la plaisance, quoi. Je pense que c'est important puisque déjà même monsieur le maire, il passe assez souvent pour nous donner un coup de main, pour savoir ce qu'on a besoin, ce qu'on n'a pas besoin. Monsieur le maire il est tout le temps présent. La Chambre des métiers, apparemment il ne savait pas qu'on existe parce que j'étais inscrit comme réparateur de bateaux. C'est très important qu'ils viennent ici et qu'on mette les choses en place, quoi. Mais pour la municipalité, ils savent que j'existe, ils sont là tout le temps. Que ce soit le maire ou les adjoints au maire, alors il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le but aujourd'hui, c'était convaincre les artisans de prendre des apprentis. Ça a été 7 sur 7 aujourd'hui parce que toutes les entreprises que nous avons visitées souhaitent justement avoir des jeunes en apprentissage. Donc la mission est accomplie. Le but aujourd'hui de la Chambre des métiers, nous élus, c'est de trouver des jeunes des franciscains pour permettre aux artisans de cette commune de former nos futurs artisans de demain. Donc je remercie d'ailleurs le maire de la commune, M. Pancrel, et les élus qui m'ont accompagné aujourd'hui et les administratifs pour faire rayonner la voix de l'artisanat. Et le travail de la Chambre des métiers, c'est d'être au plus près et au plus proche de ces artisans. On parle sport maintenant, puisque les ligues sportives font de gros efforts, même des efforts considérables pour maintenir les compétitions et permettre aux licenciés
de continuer à progresser tout simplement. Les coupes régionales et départementales de basket devraient se tenir à compter du 7 novembre si tout se passe bien. En tout cas, les organisateurs ont le temps de voir venir et de mettre au point des plans B, C et D s'il le faut pour pallier à toutes les éventualités. On fait le point avec Vianney Valverde. Au niveau de la Ligue, on est prêt. Les clubs maintenant, les propriétaires de salles, les salles n'appartiennent pas au club. Maintenant, c'est de voir les propriétaires de salles pour voir s'ils sont dans les normes. Et on attend, la coupe c'est le 14, je crois le 14 octobre. Et comme le ministre a dit 15 jours, on doit attendre 15 jours. Mais encore une fois, la Ligue n'était pas vraiment en retard. Parce qu'on avait toujours dit, on attend la fin des vacances. Et c'est une raison pour laquelle on a poussé le championnat en novembre, de façon que la vague des vacanciers quitte la Guadeloupe de façon pour... Et c'est une raison aussi pour laquelle que nous, samedi, il y a un comité directeur où on va annuler le brassage des jeunes pour permettre aux jeunes de commencer aussi fin octobre à jouer au basket. Parce que nous, la priorité pour nous, c'est l'humain, mais aussi de permettre aux jeunes, surtout aux jeunes, de jouer au basket. Nous avons mis l'accent cette année sur la sécurité sanitaire, parce que les équipements dans les gymnases doivent nous permettre de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire, que ce soit au niveau de la matérialisation, au niveau du matériel aussi, parce qu'effectivement nous traversons une situation particulière. Les ligues font beaucoup d'efforts pour pouvoir maintenir les compétitions. Donc nous, au niveau des collectivités, notamment la collectivité majeure qui est le conseil régional, nous devons aussi de faire le maximum pour permettre aux pratiquants de s'adonner à leur sport dans les meilleures conditions. À travers le sport, c'est aussi l'activité économique et sociale qui est également relancée. Et donc pour nous, c'est important que cette compétition soit au début de l'année pour lancer les compétitions de basket et pour aussi dire à la Ligue combien nous sommes heureux de travailler avec elle et aussi de lancer un signal fort au club pour montrer que nous sommes à leur côté, nous les accompagnons, comme nous le faisons pour la Ligue de basket. Il faut penser un plan B et un plan C. Samedi, il y a un comité directeur. Je pense que samedi, on va prévoir, au cas où on ne peut pas commencer la coupe en novembre, de changer les dates de façon à commencer le championnat peut-être avant la coupe du département. On ne sait pas. Mais le championnat, c'est le 7 novembre. Donc je pense d'ici le 7 novembre, on n'a pas reçu encore les directives nationales du ministère et du préfet. Donc on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé, mais on est prêt pour, quelles que soient les éventualités, soit changer la date du département, de se mettre d'accord avec les clubs, de faire un tournoi avec les 4 premiers, les 4 clubs, etc., qui étaient représenté l'année dernière la Guadeloupe au niveau de la Coupe de France, les 4 demi-finalistes, on ne sait pas, on va voir, on va réfléchir, de façon que la Guadeloupe soit représentée à la Coupe de France zone Antilles-Guyane. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal et sur les réseaux sociaux, c'est en train de bouillir un peu sur certaines déclarations de Valérie Denux, puisque la préfecture et l'agence régionale de santé tentent d'expliquer les mesures par nos coutumes qui sont de se retrouver en famille le week-end. Visiblement, en France, ce genre de rassemblements familiaux le week-end n'ont pas lieu. En tout cas, beaucoup perçoivent ces propos comme une attaque à notre culture. En tout cas, passez une excellente soirée sur Canal 10 Télévision. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur notre antenne, vous faites l'information que nous diffusons. Je dis bonsoir à Monsieur Motunde en fait. Et le journal local revient demain à 18h30. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, eh bien le focus. Et vous le savez, nous sommes jeudi, c'est le retour du jeudi anthropologie. Et nous recevrons Jean-Philippe Omotunde, notre spécialiste des humanités classiques africaines. Et avec lui, on reviendra sur les modes de lutte en termes de santé qui étaient appliqués à l'époque de l'Antiquité et surtout en Afrique. Ça va être super intéressant à ne pas manquer. Ce sera après la coupure pub. Et avant, je dis bonsoir à Madly Congré, bonsoir
bonsoir à Johanna Bon, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Michel Léonil, bonsoir à Chante La Tulipe, bonsoir à Patricia Châtenay-Rivaudet qui nous dit de rester zen face à ce flot d'informations anxiogènes. Bonsoir à Virginie Lubin, bonsoir à Fabien Nebo, bonsoir à Marie Pombo, content également de te voir connecté Marie. Bonsoir à Odile Zingilet, bonsoir à Ness BRL, bonsoir à El Canario, bonsoir à Mike Arson, bonsoir à Linda Darius. Qui se demande s'il faut vraiment continuer à écouter Madame Denux de l'ARS. Bonsoir à tous, en fait, bonsoir à Jimmy, bonsoir à tout le monde, bonsoir à Pierre Archimède, je ne pourrais pas donner tous les noms, bonsoir à Dominique Landry, bonsoir à Yugin TPK, en plus vous avez des noms compliqués, bonsoir Tati Véronique, j'ai vu que tu étais là aussi, on passe à la coupure pub, on se retrouve tout de suite après.